José Legault, Michel C.O.G., Luc Ferrandez, bonsoir. 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 Il fallait quand même être fait solide, vous allez me passer la remarque, pour écouter ça d'un trait hier, ce débat en français des candidats à la chefferie du Parti conservateur du Canada. Il y a des bouts un peu surréalistes, mais il y a eu des extraits intéressants. Je vous fais tout de suite entendre ceux à la maison qui n'étaient pas à l'écoute, un extrait sur la loi et l'ordre. M. Charest qui attaque M. Poilievre sur l'affaire des camionneurs en disant vous avez laissé faire ça, vous les avez encouragés même. Et la réponse de M. Poilievre, on écoute. C'est un peu ironique d'entendre M. Poilievre faire la morale sur la loi et l'ordre, lui qui a soutenu un blocus illégal à Ottawa alors qu'il est législateur. Monsieur Charest, je me souviens de la commission Charbonneau. OK? Je me souviens. Et les Québécois se souviennent aussi. Les camionneurs n'ont aucune leçon à prendre de vous par rapport à la loi et l'ordre. Le bilinguisme, M. Poilievre, c'est dire la même chose au Canada anglais qu'au Canada français. C'est ce que j'ai fait. Non. Et honnêtement, là, la question est la suivante à M. Poilievre. Il a dit au Québec que si la loi 21 allait, il a dit ça en français, allait à la Cour suprême du Canada, exactement, son gouvernement n'allait pas intervenir. Bien, je m'excuse, il n'a jamais dit la même chose au Canada anglais. Alors, êtes-vous bilingue ou vous ne l'êtes pas? Non, c'est pas vrai. Je me suis prononcé contre la loi 21 ici au Québec, en français, et je me suis prononcé contre la loi 21 partout au pays. Ça, c'est la question. Est-ce que je peux répondre? S'il vous plaît. L'intervention de Si une telle loi était présentée devant la Chambre des communes... Non, ça, c'est pas la question. Vous avez eu l'essentiel du débat, mesdames et messieurs, et sur la loi et l'ordre, et sur la loi 21. Ça s'est coltaillé pas mal entre M. Charest, M. Poilievre et M. Brown. En fait, tout le monde attaquait M. Poilievre hier. Premier tour de table, José Legault, est-ce que, pour les militants conservateurs, est-ce que M. Charest s'est montré sur son meilleur jour et est-ce que ça rend la course peut-être davantage imprévisible qu'elle ne l'était? Bien, plus imprévisible, ça, je ne sais pas, mais c'est sûr que M. Charest, disons, pour la première fois, apparaissait plus allumé. Hein? On le trouvait plutôt éteint jusqu'à maintenant. Il était évidemment sur son propre territoire, il était à Laval, il était au Québec, c'était en français, quoique il est tout aussi à l'aise en anglais, là. Mais on voyait qu'il avait vraiment pris du tonus et en plus, il avait cette espèce de numéro coordonné ou pas de bon cop, bad cop avec Patrick Brown qui, lui, s'en prenait très durement à M. Poilievre, même si en français, c'était très difficile de comprendre ce qu'il disait. Mais vraiment, ça a fait une équipe, mais pour la suite des choses, c'est encore trop loin là, pour savoir si M. Poilievre, son avance est en train d'être grugée vraiment ou non. Là. Très bien. Michel, vous êtes là? Oui, vous êtes là. OK, votre son fonctionne. Bien, décidément, ce soir, on a tout, mesdames et messieurs. Luc, et sur la loi et l'ordre et loi 21, est-ce que quelqu'un a marqué des points où on n'a que répété de manière plus agressive ce qu'on avait déjà entendu? Oui, on a juste répété, mais il faut dire que M. Charest a fait précéder son intervention par des déclarations sur l'alourdissement des peines qu'il voulait imposer à plusieurs catégories de criminels. Donc, il s'inscrit vraiment dans la tradition conservatrice de la loi et l'ordre avec l'alourdissement des peines. Ceci étant dit, M. Poilievre ne dit pas grand-chose. Hein. M. Poilievre se contente d'attaquer. Lui, ce qu'il veut, c'est décrédibiliser M. Charest. Notamment, il évoque, par exemple, l'appui de M. Charest au registre des armes à feu. C'est son seul objectif. Il ne définit pas ses politiques, il ne dit pas ce qu'il va faire, il fait juste décrédibiliser Charest. C'est sa façon de gagner la course. Bon. Je vais vous faire entendre... Mais il s'est quand même... Oui, allez-y, Pardon. José. Non, allez-y. Mais il s'est quand même passé quelque chose d'intéressant, entre autres. C'est justement à la position sur la loi 21. On a vu Pierre Poilievre et Jean Charest se ranger le même jour derrière la position de Justin Trudeau. C'est-à-dire que, bon, s'il devenait chef du Parti conservateur et premier ministre un jour, eux aussi
se joindrait à la contestation de la loi devant la Cour suprême ou en tout cas enverrait le procureur général pour s'exprimer. Et donc, en même temps, ce que ça voulait dire, c'est qu'il larguait littéralement François Legault, hein, parce que c'était ses derniers alliés sur la scène fédérale, à part le peuple, bien entendu. Et on a vu que la sortie, plus tôt dans la journée, de Justin Trudeau et du ministre de la Justice, David Lametti, dans ce sens-là, avait vraiment fait mouche, là. Et ça a placé messieurs Poilievre et Charest dans une position vraiment intenable. Ils ont dû sortir parce que s'ils avaient pris une position différente de celle du premier ministre au Canada anglais, ils auraient pris, même M. Poilievre, une certaine raclée. Là. Mais c'est... M. Charest a attaqué M. Poilievre là-dessus, on l'a entendu en disant au Canada anglais, vous ne dites pas la même chose qu'au Québec. Au Québec, vous laissez entendre, comme lors de la dernière... Là, il l'a dit, qu'il irait. Il l'a forcé. Et d'ailleurs, il y a eu un réalignement envers les politiques qu'on avait changé un peu pour, entre guillemets, amadouer le Québec, là, Luc. Là. Il y a comme eu un recentrage, là. Oui. M. Poilievre, dans sa première visite au Québec, est apparu comme une personne très sympathique, complètement différente de la personne qu'on connaît en Chambre ou dans les débats en Alberta, notamment. Et M. Charest voulait casser cette image-là. Il voulait dire, attention, ce n'est pas la personne que vous pensez qu'il est. C'est une personne agressive qui attaque constamment le Québec lorsqu'il n'est pas au Québec. Et je pense qu'il a réussi, mais il a été aidé par M. Lametti, effectivement. Là. M. Poilievre n'avait plus le choix que de se ranger derrière cette idée qu'il y a partout au Canada anglais, selon laquelle le fédéral doit monter au créneau, doit défendre les Canadiens contre la loi 21. On a vraiment l'impression que beaucoup de gens au parti sont devenus épeurés, ont peur un peu du phénomène Poilievre. Autant il remplit les salles, puis il y a un phénomène, on en a parlé à plusieurs reprises ici, autant ce qu'il dit depuis 2-3 semaines, et sur la Banque du Canada, sur Davos, sur la crypto-monnaie, il y a des gens conservateurs là, qui commencent à dire, est-ce qu'il a du jugement? Et hier, c'était frappant de voir que tous les candidats l'ont attaqué. Personne ne l'a aidé. Et c'était Charest, tous les autres, contre M. Poilievre, Josée. Oui, bien, s'il y a une inquiétude dans les rangs conservateurs, on se demande vraiment où elle est, à part dans ce qui reste de la petite aile progressiste conservatrice, là, parce que M. Poilievre, il en reste pas moins que son positionnement sur le soi-disant convoi de la liberté. Hein, lui, il appelle ça les camionneurs, mais en tout cas, on repassera là-dessus. Là. Il y a quand même eu des organisateurs qui ont été accusés là, en cours. Donc, c'était pas seulement une occupation illégale, mais il y a eu des gestes illégaux de poser aussi par plusieurs des manifestants. C'est déjà là, c'était connu bien avant. Et les espèces de positions un peu délirantes qu'il a prises par la suite, que vous venez d'énumérer, ça ne fait que nourrir ce même positionnement-là à la droite très dure, un peu trumpiste, peut-être édulcoré un peu à la canadienne. Et c'est ce que disait Jean Charest à la fin, hein, quand il lui a décroché cette accusation d'être un pseudo-américain. C'était le message qu'il envoyait, mais jusqu'à maintenant, ça peut changer, mais jusqu'à maintenant, ça plaît à une partie importante là, de l'aile dure du Parti conservateur du Canada. Ça plaît, mais on a l'impression que ça le freine quand même. On va montrer des chiffres, sondage Abacus, qui montrent que M. Charest a pris quelques points. M. Charest-Poilievre, chez les Canadiens, tous les Canadiens, donc 32 26 Poilievre, mais chez les partisans du PCC, puis c'est eux qui votent, évidemment, plus 3 M. Charest, et moins 4, M. Poilievre. Bon, bien sûr, l'avance de M. Poilievre, Michel C., rebonsoir, est encore très grande, mais on a l'impression que... Et est-ce qu'il va arriver ce qui est arrivé avec Kim Campbell? Mais on a l'impression que M. Charest est en train de remonter tranquillement, M. Poilievre est en train de descendre. Qu'est-ce qui va arriver? On ne le sait pas. C'est un concours d'abord et avant tout, jusqu'à maintenant, de vente de cartes de membres. Et ça, on n'a pas d'indication d'où ça s'en va.
on a un petit peu d'indication par l'argent que les candidats récoltent, et ça, pour ça va mieux pour M. Charest, dit-on. Mais la réalité, c'est qu'on ne sait pas comment la vente de cartes de membres se produit dans chaque camp et s'ils sont si en avance que ça du côté de M. Poilievre. Mais en même temps, ce qu'on a vu hier, c'est des tirs groupés contre Poilievre. C'est donc que leurs organisateurs, à chacun des autres candidats, leur ont dit, ben c'est l'homme à abattre, c'est lui qui est en avance. Je note aussi que M. Poilievre ne parle plus de la Banque du Canada, il ne parle plus de ne pas envoyer de ministre à Davos parce que c'est trop dangereux, ces gens-là à Davos, etc. Alors, lui est déjà en train de faire son virage vers le centre. Est-ce que le danger pour lui, en fait, c'est est-ce que les gens qui se sont ralliés à lui très tôt parce qu'il était capable, justement, d'incarner cette droite dure-là, puis qu'ils en étaient des partisans, est-ce qu'eux vont dire, ben mon Dieu, est-ce qu'il est en train de devenir comme les autres? Mais jusqu'à preuve du contraire, les conservateurs ont l'air de vouloir leur moment Poilievre, et puis ils vont l'avoir. Il faut que M. Pardon. Oui, allez-y, Josée. Allez-y, on a du temps. Et même lorsqu'il est sorti pro-choix hier, de manière plus claire, donc pro-libre-choix à l'avortement, parmi ses appuis, il y a beaucoup d'anti-choix. Alors, ça aussi, est-ce qu'il va y avoir un petit ressac, un moyen ressac là-dessus? Oui, mais c'était tellement clair hier, et là aussi, c'est M. Charest qui est allé le chercher, là, le mot. Il le disait qu'il était pour le libre choix, mais il ne disait pas pro-choix, effectivement. Il disait « je suis pour la liberté ». Bon, il jouait sur les mots un peu, Michel, vous allez me dire, mais effectivement, hier, il a dû le dire. Ouais. C'est ça. Moi, je pense que je pense que les dés sont... Il n'y a pas de bonne main pour le Parti conservateur. Soit Poilievre fait de lui un Maxime Bernier, c'est-à-dire il s'attache à ses idées extravagantes sur la Banque du Canada, puis la crypto-monnaie et autres, et il va faire de lui un Maxime Bernier, c'est-à-dire quelqu'un qui va rester éternellement dans l'opposition, mais qui va représenter la colère de certains conservateurs. Soit M. Charest devient un Jason Kenney, c'est-à-dire qu'il prend la tête du Parti conservateur parce que les gens réalisent qu'avec Poilievre, ça serait trop radical, mais il va se faire chambouler par sa propre droite d'ici quelques années. C'est-à-dire que, comme Jason Kenney, qui avait réussi à réunir le Wild Rose puis le Parti conservateur, mais qui se fait mettre dehors par les éléments les plus radicaux de son parti sur le long du chemin. Alors, ce ne sont pas des bonnes cartes, ni pour un ni pour l'autre. Et l'autre question qu'on peut se poser, c'est que si un ou l'autre gagne, est-ce que l'autre va rester? Parce qu'on imagine mal. Bien sûr, M. Charest ne va pas rester. Je ne suis pas en train de dire qu'il serait candidat pour être député. Mais je veux dire, ce qu'il représente, comment peuvent cohabiter ces deux factions-là, les plus progressistes conservateurs, et ce que représente M. Poilievre? Hier, on a rarement vu en politique canadienne des échanges aussi acrimonieux, aussi agressifs que ça. Josée, les lendemains, non seulement seront difficiles, mais vont être divisifs. Mais moi, je pense qu'il va être impossible. Je le répète, je pense qu'on assiste à un schisme. C'est M. Charest, M. Poilievre représentent ce schisme-là, c'est-à-dire finalement un retour à l'ère pré-Harper, lorsqu'il y avait un parti progressiste conservateur moribond et l'Alliance canadienne de Stephen Harper beaucoup plus forte. Et c'est l'Alliance canadienne qui a bouffé le parti progressiste conservateur. Donc, mais M. Harper, il y avait le pouvoir qui s'en venait, il y avait les libéraux qui baissaient, il y avait le scandale des commandites, il y avait plein de choses. Il y avait vraiment l'odeur du pouvoir pour réunir aussi ces gens-là. Là, il n'y en a pas d'odeur du pouvoir. Là. M. Trudeau s'est assuré avec M. Singh d'une alliance qui va garder les libéraux au pouvoir au moins jusqu'en 2025. Et si c'est Poilievre, ben écoutez, c'est à des milles et des milles de la majorité de l'électorat canadien qui est en tout cas fortement centriste là, dans les faits. Donc, non, moi je pense que ces gens-là, ils ne peuvent pas se rapiécer. C'est trop tard, c'est terminé. Ce qu'on voit sur la scène, ça, c'est ce qui est public, c'est ce qui est poli. Alors, imaginez ce qui se passe dans les coulisses. Là. Il y a beaucoup de hargne, il y a beaucoup de mépris, il y a beaucoup d'agressivité. Beaucoup d'agressivité. C'est pas beau. C'est presque pire que les débats. Même quand Trump était là chez les républicains. Michel, on n'a pas vu ça souvent, là, ce niveau d'agressivité.
Non, et c'est dû à deux choses. D'abord, la personnalité de M. Poilievre, qui est clivant, c'est quelqu'un qui vit là-dessus. Donc, et d'autre part, la situation de M. Charest, qui, lui, joue son va-tout. S'il devient chef du Parti conservateur, ce sera le couronnement de sa carrière. Puis sinon, il s'en retourne chez eux dans le secteur privé. Puis il va être très bien quand même. Il n'aura pas réussi son rêve, mais quand même, M. Charest, il est clair que s'il n'est pas chef, il ne sera pas candidat contre les conservateurs aux élections. Poilievre, c'est une autre affaire. Alors, la combinaison des deux fait quelque chose qui fait beaucoup de flamèches. Mais à la fin, personne ne s'attend à ce que Jean Charest soit sur les rangs s'il ne gagne pas l'élection. Non. Les autres, c'est autre chose. Alors, on verra ce que ça donne, mais ça donne une situation assez différente des courses au leadership habituelles. Ou Poilievre... Est-ce qu'on peut parler de... Oui, allez-y. Est-ce qu'on peut parler de la foule? Est-ce qu'on peut parler des gens qui sont venus? Là? Parce que dans les éléments qu'il faut ajouter cette foule extrêmement bruyante qui chahute, qui encourage comme si c'était une partie de hockey et qui a l'air d'être directement issu des rangs très, très, très militants. Là. Et ça aussi, ça va jouer. Ce sont des gens pour qui la colère est plus importante que le pouvoir. Et je pense qu'ils veulent exprimer d'abord et avant tout leur indignation, leur frustration, leur persécution et leur colère. Colère plus importante que le pouvoir. On a fait un panel vendredi soir sur la droite canadienne, justement, qui était davantage réactionnaire plutôt que conservatrice en ce moment. À voir. OK. Je vous fais écouter un autre extrait sur le français, parce qu'on ne peut pas ne pas en parler. Il y avait deux débats. Il y avait M. Charest, M. Poilievre, M. Brown, qui se débrouille quand même. Et il y avait des fois des sketchs presque de Paul et Paul. Il y avait un effort, là. Il y avait un effort, il y avait leur feuille. Tout le monde a reconnu l'effort hier, mais quand même, malaise. On écoute. Les 3 derniers, je me réveillais à presque tout le matin pour une leçon de français à 7 heures. Monsieur Poilievre est en faveur de l'argent numérique pour se protéger contre l'inflation. Les immigrants nous aident à créer des collectifs et diversifiés, à faire croître notre économie et à bâtir un Canada meilleur. Quand Pierre dit que tu peux éliminer l'inflation avec le Bitcoin, c'est étrange. Et si les parents et les grands-parents écoutaient à son avis, ils vont perdre leur finances. Je ne comprends qu'est-ce qu'il pense. Et Brown, c'est le meilleur. C'est nos amis des Mordus qui ont fait ce montage-là ce midi. Ils vont perdre leur faïence. Oui. Non. Probablement qu'il y avait un beau set de vaisselle. Il y avait des bouts. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Oui. Je sais pas si vous vous souvenez du personnage dans Les Bleus Poudres de Dave Ash, là. Oui. Américain qui parlait français. C'était ça. C'était du Dave Ash. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Qu'est-ce qu'on fait devant ça? Ça en dit quand même long. Qu'est-ce qu'on fait devant ça? Ça en dit long. Oui. Mais ça en dit long sur la marginalisation du français rendu à des postes quand même aussi ambitieux que ça. Ces gens-là, à part les deux, M. Charest et M. Poilievre, ils ambitionnent de diriger un parti national. Ils ambitionnent après de devenir premier ministre ou première ministre. Et écoutez, c'est même pas du high school French, comme on dit, là. C'est même pas ça. C'est vraiment les oreilles saignaient, là. Ça saignait, là. Ouais. C'est pas acceptable. Michel? Le Parti conservateur ne s'est pas aidé en faisant ce débat-là et il aurait été possible, on est rendu là en 2020, de dire non, il y a des candidats, 22, il y a des candidats qui ne seront pas admis au débat parce que leur niveau de français n'est pas correct. Je ne sais pas qui a dit ça aujourd'hui, mais j'ai trouvé que c'était exactement comme ça que je me suis senti. C'était comme regarder un bon film avec une pause publicitaire aux 45 secondes parce qu'il y avait un bout qu'on ne comprenait plus rien. C'est Dimitri, je crois. Ça, c'est Dimitri Soudas. Oui. Mais c'est exactement comme ça. C'est exactement comme ça que je me suis senti quand j'ai entendu ce débat-là. J'ai dit à un moment donné, bon, je vais me chercher un verre d'eau, je ne sais pas quoi, mais je veux dire, il n'y a plus de débat, là. Il y a juste du bruit. Et ça rend l'exercice, à plusieurs moments dans la soirée, enfantin. C'est que c'est tellement simple, parce qu'il faut qu'ils lisent le livre, qu'on avance zéro dans le débat. On ne fait que faire du surplat. Luc, qu'avez-vous pensé du français?
Mais je suis obligé de partager ce que José et Michel ont dit. Il n'y a rien d'autre à dire que ça. C'est insatisfaisant. Il n'aurait pas dû monter sur scène. C'est pas compliqué. Et c'est drôle parce que les conservateurs un peu radicaux ont découvert les Québécois lors des grandes manifs à Ottawa des camionneurs, là, parce qu'il y avait des drapeaux canadiens à profusion et tout à coup est arrivé beaucoup de drapeaux québécois. Et les camionneurs canadiens se sont montrés surpris. Et les manifestants canadiens se sont montrés surpris de voir, il y a une aile un peu radicale québécoise. Et là, on a senti une volonté de rapprochement. Mais en quelques mois, c'est pas assez pour apprendre le français, là. Donc, c'est lamentable. OK, on va se quitter sur... j'allais dire une nouvelle réjouissante. Vous allez me dire, vous êtes fous. On parle d'aide médicale à mourir, mais le Québec, donc, élargit. On a enlevé l'article qui faisait problème parce que, dernière minute, le gouvernement avait encore plus élargi. Mais là, on a élargi aux gens. Les gens pourront signer un papier disant « Si moi, je me retrouve dans telle situation, je veux l'aide médicale à mourir dans des conditions humaines, etc. » Dans quelle mesure c'est un pas important? Tour de table là-dessus avant de se dire au revoir, José. Je sais pas. Moi, je respecte les gens qui ont vraiment défendu cette cause-là, mais j'ai un gros malaise. Je ne sais pas comment les médecins, comment les familles vont appliquer ça le moment venu, mais j'ai rien à dire. Je suis tout à fait favorable à l'aide médicale à mourir, mais là, on entre dans des eaux beaucoup plus complexes là, sur le plan humain. Là. Michel. C'est effectivement très complexe, mais sur la question des maladies dégénératives comme l'Alzheimer, je pense qu'il y avait un consensus et social, et les gens qui ont eu à vivre ça dans leur famille disent à un moment donné, papa ou maman n'a pas voulu ça. Et je pense que c'est quelque chose qui devrait quand même, sur ce point-là, bien marcher. Les tétraplégiques, puis tout ça, c'est une autre histoire, puis il faudra faire un vrai débat là-dessus. Oui, ça a été retiré, ça. Luc? C'est une maladie qui est incurable et pour laquelle il y a un sort assuré qui est la mort, mais aussi l'incapacité pour la personne qui en souffre de prendre une décision au moment où elle en souffre le plus. Donc, elle ne peut pas décider d'abréger sa vie en fin de vie parce qu'elle n'a plus les capacités intellectuelles pour le faire. Donc, la loi actuelle dit tu dois devoir te prononcer 2 fois, au moins 2 fois, pour avoir l'aide à mourir. Alors, ça me semble tout à fait logique de dire ces personnes-là voudraient sans doute le faire, ils n'ont plus les moyens de le faire. On va leur donner le choix de le faire à l'avance. Merci beaucoup. Merci à vous 3. Bonne soirée. On se reparle bientôt. Au revoir. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne ICI RDI.